Si les bouleversements du climat inquiètent tous les exploitants, quelques-uns remettent en cause les fondements mêmes de la forêt des Landes. Jacques Azra, propriétaire de 200 hectares de forêt, est l'un d'eux. Préoccupé par les pertes causées par les tempêtes, Jacques Azra a considéré toutes les stratégies alternatives. Une seule a retenu son attention, la sylviculture pro-silva. Une sylviculture basée sur la gestion du massif, dans le respect des processus naturels de croissance et de renouvellement de la forêt. Mais qui dit forêt naturelle, dit plusieurs espèces d'arbres sur une même parcelle. Un principe contradictoire avec la raison d'être de la forêt des Landes, fondée sur la monoculture du pin maritime. Alors là, je suis en train d'élaguer un joli chêne sur une parcelle qui fait partie de ma forêt et qui est très mélangée en essence. C'est-à-dire là, c'est un chêne, mais un petit peu plus loin, il y a des pins, il y a aussi quelques frênes. Bon, il y a un mélange relativement important en essence. L'influence des feuillus est une chose très importante dans le fonctionnement d'une forêt. Par exemple, dans le cas d'une forêt de pins maritime, si vous avez ne serait-ce que quelques feuillus, ça permet d'enrichir un petit peu le sol. C'est-à-dire que les feuillus se développent à condition que le sol soit un peu plus fertile qu'à côté, mais en plus, une fois qu'ils sont installés, leur présence améliore le sol. C'est-à-dire que leur présence améliore les conditions de croissance du pin maritime, sachant que le pin maritime dans la région, c'est l'essence objective pour quasiment la totalité des sylviculteurs, et que c'est une essence pour laquelle une filière commerciale et industrielle existe et est très puissante. La polyculture ouvre de nouvelles perspectives. Mais elle représente une rupture radicale avec le modèle d'exploitation en place depuis des décennies. Pour changer la forêt, il faut d'abord changer les hommes. Et dans les Landes, les habitudes ont la peau dure. Mais un parasite pourrait bien tout bouleverser. Avec l'arrivée du XXIe siècle, un phénomène déjà connu des bûcherons s'est multiplié jusqu'à décimer des écosystèmes entiers. Ce sont les invasions biologiques. Hervé Jactel, entomologiste, étudie de près les insectes ravageurs qui ont envahi les Landes. La plupart des forêts dans le monde subissent actuellement une augmentation massive des risques sanitaires et la forêt des Landes n'échappe pas à la règle. C'est lié à deux phénomènes majeurs. Le premier, c'est le changement climatique et le second, c'est le problème des invasions biologiques. Le changement climatique se traduit par une augmentation des températures qui favorise les insectes, donc qui font plus d'individus par population, et donc plus de pullulation qui se traduisent par plus de dégâts sur les arbres. Les invasions biologiques, ce sont tous les insectes qui sont introduits lors des échanges commerciaux, les containers qui arrivent dans les ports, dans les aéroports. Les insectes émergent de ces zones d'introduction, peuvent gagner la forêt et développer des épidémies parce qu'elles ne sont pas régulées par leurs ennemis naturels. Au premier rang des ennemis de la pinède, un insecte parasite bien connu des sylviculteurs, la chenille processionnaire du pin. Redoutable herbivore, elle a trouvé dans les Landes l'environnement idéal où s'épanouir. Le pin maritime fait parfaitement son affaire, car les conifères sont l'habitat préféré de ces insectes voraces. Elles tissent leurs cocons dans les branches et se nourrissent de ces aiguilles. Les colonies de processionnaires affaiblissent les pins qu'elles infestent, en dévorant leurs feuilles chaque nuit. Même s'il ne meurt pas, l'arbre est affaibli par l'attaque, se développe mal et devient une proie facile pour d'autres ravageurs. La lutte contre la chenille processionnaire est urgente, mais difficile, surtout dans un massif aussi immense que celui des Landes.
Plutôt que de réfléchir au traitement par des insecticides, les scientifiques se sont intéressés aux armes développées par l'écosystème lui-même. Des recherches sur des pinèdes du monde entier ont mené à un constat surprenant. Les ravages de la chenille processionnaire sont beaucoup plus élevés dans les forêts plantées exclusivement de pins que dans les forêts où poussent plusieurs espèces d'arbres. Hervé Jactel eut alors l'idée de se pencher sur les prédateurs de cet insecte ravageur. Donc là, j'installe une pompe de processionnaire du pin qu'on a obtenue au laboratoire sur une branche de pin maritime. La comparaison entre différents écosystèmes permet de déterminer quels sont ceux où les ennemis de la processionnaire se développent le mieux. Donc l'objectif, c'est de comprendre les mécanismes qui expliquent pourquoi la prédation est plus forte dans les mélanges de pin maritime et de feuillus, notamment de bouleaux, que dans les peuplements purs de pins. La mésange charbonnière fait partie des rares oiseaux qui osent s'attaquer aux nids de chenilles processionnaires et leurs terribles poils urticants. Seule la huppe fascie est plus efficace. En déterrant les cocons cachés dans le sol, elle détruit près de 70% des larves de processionnaires. Malheureusement, ces deux espèces d'oiseaux font partie de celles qui peinent à s'adapter à une forêt constituée exclusivement de pins maritimes. Ce qu'on cherche à faire, c'est mettre en place une lutte biologique préventive consistant à diversifier les essences forestières pour proposer différents habitats à des ennemis naturels qui résident dans ces forêts mélangées et qui peuvent ainsi contrôler de façon naturelle n'importe quel insecte ravageur qui viendrait attaquer le pin maritime, que ce soit la processionnaire du pin, des scolites ou d'autres insectes éventuellement invasifs qui pourraient arriver dans nos forêts. Si la chenille processionnaire rend nerveux les forestiers, la menace d'un parasite encore plus vorace plane au-dessus des arbres des Landes, le nématode du pin. Ce ver microscopique a déjà décimé des forêts entières au Japon. Il pénètre au cœur des arbres et les assèche en bloquant la circulation de l'eau. Il est aujourd'hui arrivé aux portes de l'Europe. Il voyage dans l'abdomen de certains capricornes, qui eux sont déjà là. L'un d'eux est le Monocamus. Le Monocamus est ce qu'on appelle un insecte vecteur du pathogène, du nématode. Alors autant le nématode est exotique, introduit de Chine, autant le vecteur, l'insecte, il est présent en Europe depuis toujours. C'est un insecte indigène. Le nématode du pin actuellement ne se trouve qu'au Portugal, où il a été introduit et découvert en 1999. Il se multiplie extrêmement vite, il fait une génération tous les 5 jours et il peut tuer un arbre en 3 semaines. Et donc il était très important pour nous d'estimer la capacité de déplacement de cet insecte pour savoir à quelle vitesse le nématode pouvait se propager. Et on a pu déterminer que le Monocamus avait des capacités de vol extraordinaires, puisqu'il peut voler jusqu'à 40 km par génération. Donc ça veut dire que le front de progression peut être de 40 km par an, et donc ce qui explique que progressivement, il va gagner l'Espagne et arriver en France tôt ou tard. Au Portugal, malgré des mesures de contrôle, des traitements chimiques et l'établissement de zones de sécurité, le nématode a gagné tout le pays en 5 ans. Pour les Landes, il ne reste qu'une seule défense possible, jouer de la résistance de la forêt elle-même en la diversifiant. On se rend compte que les forêts mélangées, qui associent donc plusieurs essences forestières, ont bien d'autres avantages que la seule régulation des insectes ravageurs. On se rend compte par exemple qu'elles sont souvent plus productives, parfois plus résistantes à la sécheresse. Elles accueillent aussi une meilleure biodiversité. Elles sont aussi souvent plus accueillantes pour le public. Donc en fait, on gagne souvent sur plusieurs fronts en réfléchissant à une sylviculture qui n'est pas basée sur une monoculture d'essences, mais plutôt sur l'association de différentes essences forestières. Quand la forêt des Landes fut créée, la biodiversité n'était pas encore à l'ordre du jour. Et là se trouve peut-être le talon d'Achille du massif landais. Les forêts du littoral qui ont été semées au XIXe siècle sont des forêts monospécifiques, avec du pin maritime essentiellement, et un sous-étage relativement modeste, qui est représenté par quelques bruyères, de la fougère éventuellement, ou un petit peu d'arbousier. Mais il manque des compartiments de l'écosystème. Donc ce sont des forêts qui sont relativement plus sensibles. Une forêt plus hétérogène présente d'immenses avantages écologiques.
Mais aux yeux des exploitants, le bénéfice déterminant de ces systèmes d'exploitation proches de la nature reste l'augmentation de la rentabilité. Je pratique effectivement une sylviculture aussi proche que possible de la nature. C'est-à-dire que en fait, je considère que mon véritable outil de production, c'est l'écosystème. C'est pas les tracteurs que je vais promener dans la forêt qui vont faire des dégâts et des dégradations. Si j'arrive à avoir des écosystèmes qui sont dans leur état le plus naturel possible, c'est là qu'ils seront le plus efficaces, le plus productifs. Mes préoccupations, elles sont économiques. Je cherche à vivre de ma forêt. Voilà. Mais pour ça, je ne peux pas faire abstraction des conditions de croissance, c'est-à-dire du sol, du climat, de la faune en présence, de la diversité végétale. Tout ça, c'est un tout, en fait. Au final, si tout ça marche bien, c'est mes revenus qui seront améliorés. Mes objectifs de production, c'est ce qui existe de plus haut, de plus noble, de plus rémunérateur comme type de bois. Savoir qu'un arbre qu'on a connu, qu'on a élevé, qu'on a coupé, qu'on a vendu ou utilisé soi-même, savoir que cet arbre est devenu du bois d'œuvre, qu'il est devenu une partie d'une maison ou d'un meuble ou d'un escalier, d'un bureau, évidemment c'est très satisfaisant. Il y a un côté affectif qui est important, mais ce n'est pas le seul. Et il y a aussi le fait que le bois, si on le met en œuvre, par exemple dans une charpente, eh bien, le temps que l'arbre pousse, mettons 80 ans, c'est 80 ans de gaz carbonique qu'on piège de l'atmosphère et qui est stocké sur pied dans l'arbre. Ensuite, si on en fait une charpente, eh bien, ça sera encore 100 ou 200 ou 300 ans de stockage de ce carbone qui est, il ne peut plus aller alimenter la couche de gaz carbonique. Donc c'est une contribution très importante au climat, à l'évolution de nos sociétés. En laissant la nature faire son travail, Jacques Azra a renoué avec un type de forêt qui ressemble beaucoup à la forêt originelle des Landes. Celle qui couvrait une infime partie du territoire, bien avant que l'homme ne plante le million d'hectares de pins maritimes.